vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. En effet, on parle avec nos invités du podcast régulièrement de la façon dont on travaille chez Authentic Talent, de la façon dont on peut les accompagner et notamment de la façon dont on choisit parfois de les accompagner à l'aide des inventaires Hogan Assessment. Mais jusque-là, on n'a jamais vraiment pris le temps de vous en dire plus. Et donc aujourd'hui, je vais changer de place et vous proposer un extrait d'une interview que j'ai pu réaliser dans le podcast Chef de bande il y a quelques temps. Et dans ce podcast, on avait notamment expliqué ce que c'est que Hogan, qu'est-ce que concrètement le dark side de la personnalité, la façon dont tout ça peut vous aider dans des processus de recrutement ou même dans l'accompagnement du développement de vos leaders. Je vous laisse donc découvrir tout ça. Bonjour Chloé, merci beaucoup d'être dans le podcast aujourd'hui. Merci, avec plaisir, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, on va parler de beaucoup de choses, on vient d'en parler un petit peu en off, on a pas mal de sujets à aborder. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors oui, donc je suis Chloé Toiti. Moi, je travaille depuis le début de ma carrière dans le domaine de l'assessment. Donc, c'est-à-dire que moi, ma passion, c'est d'évaluer les gens, de comprendre comment ils fonctionnent, de travailler sur la personnalité et d'utiliser ça pour les aider à se développer, à utiliser au maximum leurs talents. Donc ça, c'est mon métier de base. Donc quand je suis sortie d'école de commerce, si je fais un rapide historique, quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai fait un master RH, donc je m'intéressais vraiment à la partie capital humain en entreprise, même si c'est pas le terme que je préfère. Je suis rentrée dans un cabinet de conseil qui était spécialisé dans l'évaluation de la personnalité, tout simplement parce qu'à titre personnel, pour dire une petite anecdote, j'avais passé pas mal d'entretiens de recrutement et dans l'une de mes expériences en tant que candidate, j'avais eu l'occasion de passer dans un cabinet qui m'avait fait expérimenter un assessment center. Donc un assessment center, c'est une journée entière où on va évaluer tous tes modes de fonctionnement, tes forces, évidemment tes zones de développement, ce qui te drive, tes comportements, etc. Et j'avais trouvé ça ultra puissant. C'est des formulaires, c'est des entretiens, c'est des tests, je sais pas, logiques. Comment ça se passe ? Eh ben, c'est une succession de tout ça, figure-toi. Donc, outils de personnalité, tests de raisonnement, mise en situation, études de cas. Donc, c'est vrai que tu sors de cette journée en général assez fatigué. Ouais, hein. t'es vanné, je pense. Ouais, je me doute. Clairement, pas mal d'entretiens. Donc, finalement, il y a aussi beaucoup d'interactions. Il y a des phases de réflexion et d'interaction. Mais en fait, au bout d'une journée, on arrive de façon assez incroyable à mettre le doigt et expliquer des choses que tu connais de toi, mais sur lesquelles, alors des choses que tu connais de toi et d'autres que tu connais pas, mais des choses sur lesquelles tu serais peut-être incapable en fait de verbaliser pour te présenter si tu avais envie de faire une présentation honnête de toi-même à ton futur employeur. Donc c'est vraiment ultra riche. Donc j'ai appris beaucoup. Et puis je me suis dit, une entreprise qui te recrute après ce type d'expérience, t'as assez peu de chances de te planter dans le job, parce que c'est quand même toujours un enjeu côté candidat de prendre un poste, hein, ça on l'oublie un peu. T'as assez peu de chances de te planter dans le job parce qu'en fait ils ont évalué ce qui allait fonctionner et ce qui n'allait pas fonctionner et ils peuvent t'accompagner dessus. Et juste par curiosité, tous les résultats de cette journée de test, enfin d'assessment, ils te les communiquent, ils te prennent ou pas, ils te donnent tout ça en disant ça va te faire progresser. Alors tout le monde le fait pas hein, malheureusement, mais là en l'occurrence ils l'ont fait et c'est vraiment une bonne pratique. Et donc avant de me prendre ils m'ont dit voilà tout ce qu'on a évalué, voilà ce qui serait des atouts dans le poste, voilà ce qui serait pas des atouts dans le poste et ce sur quoi on veut t'aider. Et donc voilà, ce qui fait une expérience candidat, on parle beaucoup d'expérience candidat aujourd'hui, ce qui fait une expérience candidat pour moi hors du commun par rapport à toutes les autres que j'ai pu vivre, c'est de se dire je suis ressortie de là, j'avais appris des choses sur moi qui allaient m'être utiles dans mon parcours professionnel. Et donc j'ai accepté le job en même temps. Voilà. Et je me suis voilà, et je me suis dit, je vais accepter le job parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes à bénéficier de la même chose. Et puis à l'époque, j'étais très concernée par tous les sujets et je le suis toujours mais par tous les sujets de diversité, j'étais assez frappée par la discrimination à l'embauche. Alors c'était il y a quelques années quand même mais les méthodes des recruteurs étaient quand même assez perfectibles et j'avais quand même vraiment le sentiment à l'époque que si ta tête plaît aux recruteurs d'une certaine façon, si t'as fait la même école ou si tu viens du même milieu, t'as plus de chances que quelqu'un d'autre. Et ça me plaisait assez peu. Et je me suis dit finalement, contribuer à rentrer dans un cabinet qui travaille là-dessus, c'est contribuer à éduquer le marché et à éduquer des recruteurs, des RH, des entreprises d'une façon générale, à recruter avec des pratiques plus vertueuses. Donc je suis vraiment rentrée là-dedans, dans ce métier-là,
séduite par l'expérience candidate en disant j'ai envie de participer à ça. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est rare les process de recrutement où le candidat apprécie particulièrement le process. Tu vois, souvent, tout le monde suit un petit peu jusqu'à ce qu'on propose un job ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc, ok, c'est intéressant. Et ça a été déterminant. On me proposait d'autres jobs, mais en même temps, j'ai eu plusieurs, ce qui arrive régulièrement, j'ai eu plusieurs offres à un moment. C'était pas la plus payée. Et je me suis dit, c'est vraiment l'expérience candidat qui fait que j'ai envie d'y aller. Ok. Et donc voilà. Donc j'ai travaillé dans ce beau métier qu'on appelle l'assessment pendant quelques années. Ce cabinet était un éditeur de tests de personnalité, un des gros éditeurs du marché. Okay. J'ai contribué à former des entreprises à utiliser ces outils-là, à avoir des techniques d'entretien donc plus constructives, plus fiables d'une façon générale. Et puis j'ai affiné mes compétences autour du conseil, je me suis formée au coaching, j'ai changé de cabinet parce que finalement on était un cabinet très dédié à évaluer et accompagner plutôt des jeunes diplômés, des managers, des middle managers. On voyait pas souvent le niveau du dessus. Or, j'avais quand même le sentiment que, déjà, j'avais de la curiosité pour regarder l'ensemble des populations d'une façon générale, mais j'avais quand même le sentiment que c'est aussi en développant le haut de la pyramide, si on doit le voir comme ça, qu'on va avoir un impact parfois plus fort sur l'entreprise, plutôt que de simplement développer tout le monde, sauf la tête, finalement, quelque part. Ok, ouais, ça se tient. Donc j'ai rejoint un cabinet qui était justement plus spécialiste sur l'évaluation des leaders, et aussi parce que, finalement c'est souvent l'expérience candidat qui me guide, et aussi parce que dans le processus de recrutement, donc là je me suis retrouvée quelques années après à nouveau à postuler, à avoir plein d'expériences d'évaluation, et en fait ils m'ont fait passer les inventaires Hogan à ce moment-là, donc que je connaissais forcément de nom puisque j'étais sur le marché de l'assessment depuis longtemps, et je me suis dit, pas très humblement à ce moment-là, qu'est-ce que je vais apprendre de plus maintenant que ça fait déjà pas mal d'années que je pratique les outils, j'en ai passé plein, tous mes copains sont consultants, m'ont fait passer les outils de leur cabinet, etc. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Et en fait, ça a été une grosse claque avec questionnaire Hogan. Et je le dis avec pas mal d'authenticité parce que j'y allais franchement un peu les pieds en avant en me disant allez, encore des tests, bon très bien, mais je connais maintenant. Et ces questionnaires-là, ils ont la particularité d'évaluer ton dark side, on pourra en reparler plus tard d'ailleurs, mais donc d'évaluer pas seulement la façon dont tu fonctionnes quand t'es au meilleur de toi-même, mais la façon dont tu dysfonctionnes quand t'es notamment sous pression. Et là, j'ai appris une autre partie de moi-même et qui était hyper utile parce que finalement, je comprenais pourquoi je réussissais sur certaines missions. Donc ça, c'est par rapport à ma personnalité, on va dire, de tous les jours. Mais je comprenais aussi les obstacles réguliers que je voyais sur mon trajet et les comportements que je mettais en œuvre qui me faisaient régulièrement échouer d'une certaine façon. Et ça m'a vraiment appris ça. Ce questionnaire-là a vraiment mis ça en lumière. Donc j'ai trouvé ça génial et donc je suis rentrée dans ce cabinet parce que encore une fois, excellence candidat, une fois de plus. Et donc je devais monter le département assessment dans ce cabinet-là. Et le deuxième point, donc je me suis dit je vais continuer à contribuer à l'éducation du marché sur l'assessment. Donc ça c'était toujours ça qui me portait. Je vais découvrir la population des leaders et puis je vais découvrir de beaucoup plus près ces outils-là puisque le cabinet était distributeur de Hogan en France. Et donc c'était l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup plus cet éditeur-là. La particularité de Hogan, c'est que Hogan, c'est un éditeur qui est encore vivant. Là où il y a beaucoup d'outils qui ont été créés il y a 30 ans et qui sont simplement, entre guillemets, distribués commercialement, le Dr Hogan est encore vivant et il a une énorme équipe qui fait de la recherche en permanence et donc c'est ultra riche. Et en fait, le côté extrêmement apprenant derrière tout ça, c'est qu'ils font de la recherche sur tout un tas de sujets, dont le leadership, qui est un sujet qui me passionne aussi en parallèle. Et en permanence, ils nous abreuvent de ça. Ils partagent leurs recherches. Là, on peut être dans certaines cultures un peu possessifs sur les données, les recherches, etc. Eux, ils partagent tout ça de façon très transparente. Et donc, je les ai rencontrés à cette époque-là. J'ai eu la chance de rencontrer le Dr Hogan et toute son équipe. Et voilà, je me suis intéressée très près à ce qu'il faisait, ça m'a vraiment porté. Et puis, quelques années après, quand je suis partie de ce cabinet, le Dr Hogan m'a proposé de devenir son distributeur, en fait, en France. Ce que j'ai évidemment accepté avec grande joie. Et donc, j'ai créé Authentic Talent. Et donc, fin de mon parcours à ce jour, c'est-à-dire que je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale. Donc, évidemment, au début, toute petite équipe, progressivement, ça s'est étoffé. Et on a deux pans de notre activité. La première, c'est justement de développer la marque de Hogan en France. Et pour moi, ça contribue complètement à toujours ce projet d'aider des entreprises ou des indépendants ou des cabinets à avoir des pratiques plus vertueuses autour du recrutement, de l'accompagnement, du coaching, en s'appuyant sur des outils qui sont très valides sur le plan scientifique. Et de l'autre côté, on fait du conseil sur ces mêmes sujets, donc talent management d'une façon large. Et on va prendre en charge pour nos clients qui ont pas toujours l'expertise, pas toujours le temps, pas toujours envie de se former, ou besoin simplement d'un regard externe. On va évaluer leurs candidats, on va accompagner
leurs équipes, et là de façon non sélective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on accompagne aussi bien des leaders que des primo-managers, que des contributeurs. Et, là justement t'as toute la chaîne, contrairement à ton premier job. Ouais, j'ai répondu à ça. Ok, super. Alors très clair, je vais revenir sur Hogan et notamment sur les détails de la méthode Hogan, mais avant ça, t'as dit qu'il y avait 2 pans à ton activité. Tu viens un peu détailler le deuxième, mais le premier, c'est-à-dire l'accompagnement des leaders, quels qu'ils soient, donc que ce soit des jeunes diplômés ou des leaders depuis 30 ans, etc. Ça consiste en quoi concrètement quand ils viennent te voir, quand ils viennent chez Authentic Talent et qu'ils disent bah tiens, on a besoin d'aide sur un sujet de leadership, comment vous allez les aider, qu'est-ce que vous allez leur apporter? Alors, en fait, l'une des premières bases de notre accompagnement, et je pense que c'est vraiment l'un des éléments principaux, c'est de dire que la connaissance de soi, c'est un élément qui est extrêmement important pour aller vers plus de développement et plus de performance. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasi systématiquement, ce qu'on va proposer quand on nous demande d'accompagner des personnes, c'est d'avoir déjà un moment où on va les aider à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, de ce qui les drive, de leurs valeurs, de leurs forces, de leurs limites, etc. Donc, quoi qu'il en soit, on propose très souvent soit simplement un entretien entre guillemets de 2 heures de découverte de son profil Hogan, soit un vrai assessment où la personne va avoir un moment de lecture approfondie, de prise de conscience. On a toujours des angles morts sur nos modes de fonctionnement, donc de prise de conscience de ces angles morts, de comprendre quelle est la réputation qu'on a autour de nous en fait. Et notre réputation, et c'est un des travaux assez forts chez Hogan, c'est-à-dire que notre réputation elle compte plus que notre identité, c'est-à-dire ce que tu penses de toi tout au fond de toi a probablement moins d'importance dans ta capacité à évoluer professionnellement que ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Ok. Et donc on aide les gens, voilà, c'est un peu cynique et en même temps c'est assez vrai, hein. Donc on aide les gens à prendre conscience de leur réputation. Donc première étape quand un client vient nous voir pour un sujet de développement, prise de conscience, développement de la connaissance de soi, et ensuite on va créer des programmes d'accompagnement qui sont du sur-mesure par rapport à ce qu'on a détecté. Donc on le fait au niveau individuel et collectif, on va évaluer des grands groupes de personnes, typiquement on peut évaluer le top 50 d'une entreprise tout comme n'importe quel entre guillemets étage hiérarchique, ou on peut le faire vraiment par petites touches de façon individuelle. Et par rapport à ça, on va créer des programmes de développement sur mesure. Donc soit des programmes de développement qui vont mêler de la formation, de l'expérience, de la mise en situation, et qu'on va designer à chaque fois totalement sur mesure, alors en s'appuyant sur tout ce qu'on a évidemment récupéré de la recherche. Soit on va vraiment intervenir sous la base de coaching, et on fait du coaching d'équipe, tout comme on fait du coaching individuel. Donc voilà, principalement, c'est sous ces angles-là qu'on va intervenir. Et du coup, la réputation, parce que donc, tu dis que ça commence par un entretien par exemple, de 2 heures, donc tu discutes avec la personne, je suppose que tu lui fais peut-être passer des tests aussi de personnalité. Complètement. Etc. Et la réputation, alors est-ce que c'est la réputation qu'il pense avoir donc en fouillant son ressenti à lui, ou est-ce que du coup vous allez parler dans sa boîte, à ses collaborateurs, etc., pour essayer d'avoir une vision un peu de comment les gens le perçoivent lui, ou elle d'ailleurs? Eh ben en fait c'est ni l'un ni l'autre, mais mais c'est souvent non mais c'est souvent le point qui questionne le plus autour de justement de Hogan. C'est que la façon, et je vais essayer de le rendre très clair, mais tu n'hésites pas à me dire si c'est pas le cas, la façon dont les questionnaires ont été construits, ils ont été construits pour mesurer ta réputation indépendamment de ton degré de lucidité sur ta réputation. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le questionnaire, tu vas dire « je pense que les gens me perçoivent comme quelqu'un de charismatique ». Tu vas répondre à des questions qui te paraissent très basiques, très naïves. Et en fait, dans la façon dont Hogan a construit les questionnaires, ils ont pris un gros échantillon de cobayes au moment de la création du questionnaire. Ils leur ont demandé de compléter ces 3 questionnaires dont je peux te parler par la suite. Et ils ont fait une enquête sur leur entourage. Ils ont demandé à des personnes de leur environnement personnel et professionnel de cocher des adjectifs pour les décrire. Et ils ont fait ensuite une grosse étude statistique pour se dire, à partir de la façon dont les gens répondent au questionnaire, quelle est très probablement leur réputation dans leur environnement pro et perso. D'accord, donc si je coche à titre personnel, je pense que je suis machin, il y a des chances qu'on me perçoive peut-être pas de la même manière, mais d'une autre manière, mais à chaque fois il y a une corrélation entre les deux. C'est ça. Tous les gens qui se présentent comme toi, qui répondent de la même façon que toi au questionnaire, ont probablement la même réputation que la tienne. D'accord, ok. Très clair. Et effectivement, je n'aurais pas trouvé tout seul. Mais voilà. Et du coup, j'aimerais bien justement qu'on rentre un peu dans Hogan. Parce que déjà, pour comprendre ce qui, toi, t'a bouleversé, on va dire, surtout après quelques années, je suppose, de pratique, au bout d'un moment, les tests, tu les connais, tu sais quoi répondre ou à quel endroit pour avoir telle ou telle qualité ou éviter tel ou tel défaut, je suppose. Hein. Qu'est-ce qui a vraiment différencié Hogan du reste? Et notamment, j'aimerais bien qu'on creuse un peu toute cette approche un peu plus scientifique qu'a l'air d'avoir Hogan pour quelque chose comme le leadership, c'est intéressant. Est-ce que tu peux du coup m'en parler un peu, peut-être en commençant par ce qui t'a vraiment marqué chez Hogan? Tu as parlé un peu du fait que ça étudie ton dark side, on va dire. Est-ce que tu peux rentrer un peu là-dedans? Alors la grosse particularité quand même, avant toute chose chez Hogan, c'est, je disais qu'il y avait une équipe de recherche qui est active. Chez Hogan, il y a 9 millions de données
derrière les questionnaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'outils valides sur le plan scientifique avec quelques milliers de données. Là, il y a 9 millions de données derrière, ce qui fait que d'un point de vue statistique, c'est quand même ultra robuste. Et le deuxième point, je pense, qui est important pour des publics qui sont moins éclairés sur cette partie des outils, c'est que tout éditeur peut dire que ces outils sont très solides sur le plan scientifique. La question, c'est combien il y a de recherches indépendantes qui viennent corroborer ce que tu dis en tant qu'éditeur. Et Hogan fait partie des éditeurs où il y a le plus de recherches indépendantes. Et notamment, alors en France, malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir un établissement qui va normer les outils en disant bah ça c'est valide, ça l'est pas. Par contre au UK et aux US par exemple, il y en a et Hogan est extrêmement bien référencé dans ces associations qui sont justement très objectives, extérieures et qui sont on va dire qui s'appuient sur des scientifiques qui viennent justement mesurer ce qui a été utilisé par l'éditeur et qui viennent parler de la solidité scientifique des outils. Donc Hogan, voilà, pour le coup, ça il y a une très très grosse validité scientifique et c'est quelque chose pour moi d'important parce que si tu vends à une entreprise qu'elle va prendre des décisions qui ont un impact sur la vie des gens sur un outil qui est proche du hasard, moi je trouve ça difficile. Voilà. Ouais, c'est compliqué, on va sentir, ouais. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a bluffé vraiment, c'est que chez Hogan, tu as en fait 3 questionnaires. Quand tu parles de Hogan, tu as 3 questionnaires. Il y en a un qui parle de Inside. Inside, c'est tes valeurs, ce qui te drive, ce qui est sous-jacent et qui se voit pas toujours. Le deuxième point, c'est ton bright side, donc comment tu es quand tu fonctionnes au mieux de toi-même, donc c'est souvent tes forces. Et puis ton dark side, et là pour le coup c'est assez unique parce que le Dr Hogan et sa femme, le Dr Hogan, ne l'oublions pas, ils ont été les premiers à s'intéresser à cette notion de dark side, c'est-à-dire tous ces comportements dysfonctionnels qu'on met en œuvre quand on ne gère plus l'image qu'on renvoie aux autres. Et en fait, tu ne gères plus l'image que tu renvoies aux autres dès lors que tu laisses un peu tomber le masque social de qu'est-ce qui se fait, hein. Et ça arrive dans 3 grandes situations. C'est quand tu es sous une forte pression. Donc, évidemment, tu fais plus trop attention à ce que tu renvoies. Quand tu es trop à l'aise, ce qui arrive aussi pour certains, et là, pour parler de leaders, certains dirigeants qui sont dans la même zone de confort depuis un moment, dans leur entreprise familiale, etc., qui finissent presque par se promener en chaussettes dans le bureau. Et la troisième, je pense, situation dans laquelle on déraille, c'est quand nos valeurs ne sont pas respectées par notre environnement. Moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus, mais je pense qu'on en a tous vécu. Des situations dans lesquelles tu es dans un environnement professionnel où les valeurs de l'entreprise ne collent pas avec les tiennes. Et ça fait dysfonctionner, ça crée de la tension. Et ce qui est important, c'est vraiment, et ce questionnaire sur le dark side, il vient vraiment t'expliquer qu'est-ce que tu mets en œuvre comme comportement que tu mets pas en œuvre quand tout est sous contrôle. Dans ces 3 grandes situations. Et même si c'est très ponctuel, même si par exemple tu me dis que t'es quelqu'un de pas très stressé et que tes valeurs collent très bien avec celles de ton entreprise et que donc t'as très peu de chances de dérailler, même si ça n'arrivait qu'une seule fois par an, ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu dérailles, les gens te collent une étiquette dans le dos qui vont pas te décoller le lendemain. Ils vont pas se dire c'est ponctuel, c'est arrivé parce que ça allait pas très bien dans sa vie à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est un vrai sujet sur le leadership. Quand tu regardes d'ailleurs les dirigeants de grosses entreprises, un comportement dysfonctionnel, d'ailleurs tu peux regarder ça sur les chefs d'État, ça marche très bien aussi, un comportement dysfonctionnel majeur à un moment va teinter leur réputation de façon durable. Et ça a un vrai impact sur leur capacité à engager des équipes, parce que finalement, même s'ils ont été très bons 360 jours de l'année, les 5 jours où ils ont dysfonctionné, ça a marqué les esprits. Et ça contribue à leur réputation aussi. Voilà, donc on en revient à cette réputation, effectivement, ce problème de réputation. En fait, tous les tests Hogan vont, et notamment celui-là, va beaucoup te permettre de te rendre compte, on va dire, de la réputation que tu vas avoir en faisant telle ou telle action, ça, que ce soit les positives ou les négatives. Absolument. D'accord, ok. Alors tout ça, c'est basé sur de la recherche scientifique. Et c'est aussi quelque chose où on a besoin de quelqu'un comme toi pour interpréter les tests, c'est ça? C'est pas, voilà, faut pas imaginer Hogan comme juste un questionnaire en ligne avec une réponse, un truc et c'est fini. Non, c'est vrai. Comme tout questionnaire sérieux sur le plan scientifique, et d'ailleurs, je pense que c'est un autre élément pour aider parfois des personnes à faire leur choix parmi tous les outils qui se promènent sur le marché. Comme tout outil sérieux, il faut être certifié pour pouvoir l'interpréter, sinon on risque quelque part de faire des surinterprétations et c'est pas l'idée. Donc soit tu te certifies, et donc nous aujourd'hui en tant que distributeur, on va certifier des professionnels qui ont envie d'utiliser le Hogan, donc soit en général des DRH, des recruteurs, des coachs, soit tu fais appel à un cabinet avec des professionnels certifiés, comme nous, mais comme du coup d'autres clients à nous qu'on a certifiés, comme d'autres cabinets, pour qu'ils puissent faire cette interprétation pour toi. D'accord, ok. Et du coup, j'aimerais bien un peu revenir sur ce côté dark side, qui est quand même une des spécificités d'Hogan avec l'aspect réputation. On avait parlé un peu en off, qu'on préparait l'interview, des différents types de mauvais leadership, on va dire le leadership, notamment le leadership absent versus le leadership toxique. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dedans, parce que tu m'as dit des choses intéressantes sur le fait que finalement le leader absent, c'est peut-être pas le pire. Est-ce que tu peux déjà un peu détailler les deux, expliquer les deux pour les auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, on dit que dans les comportements dysfonctionnels des leaders, mais d'une façon générale de tout le monde, mais sauf que chez les leaders, ça a un impact plus large, évidemment.
Il y a 3 types de dysfonctionnements. Il y a ce qu'on appelle des comportements de fuite. Ça veut dire, en cas de pression, tu t'éloignes de ce qui te crée de la pression. Donc ça, c'est une certaine catégorie de dérailleurs. Il y a des dérailleurs de lutte, qui fait que en situation de pression, tu vas plutôt être dans de l'affrontement, dans des comportements d'affrontement. Et puis, tu as des dérailleurs d'inhibition. On va dire, sous pression, tu vas essayer de créer des alliances et de pas faire trop de vagues. Si je devais vraiment caricaturer. Et juste une question, parce que là, on parle de quand on est sous pression. Or, comme tu as dit, il y a 3 critères qui peuvent te faire basculer. Est-ce que c'est ce que tu viens de me citer, ça marche dans les 3 cas? Ou c'est Absolument. Que Non, tu as tout à fait raison. L'ensemble des dérailleurs vont s'appliquer dans les 3 situations. D'accord. Et c'est vrai qu'on a tendance assez rapidement, en général, à limiter ça à des situations de pression, parce qu'aussi, on est dans une période de crise et du coup, tout le monde voit très bien de quoi on parle. Mais en fait, les 2 autres cas sont aussi importants à prendre en compte. Le côté trop à l'aise, en zone d'ennui, entre guillemets, de confort. Et la 3e situation, c'est quand nos valeurs ne sont plus respectées par notre environnement. C'est aussi important à prendre en compte. Du coup, et le zone d'ennui, c'est le plus atypique, je trouve, dans les 3. On peut avoir des gens qui se retrouvent en zone de confort, en zone d'ennui, et qui vont mettre en place des comportements de lutte, de fuite, ou d'inhibition. Absolument. Zone d'ennui, de confort. Donc, je vous citais un peu le dirigeant qui est dans son entreprise depuis longtemps, dans son entreprise familiale, et qui gère plus trop l'image qu'il renvoie, c'est ça. Mais aussi, comme des personnalités de dirigeants qui sont très confiants. Voire trop confiants, et qui rapidement, sans avoir passé 10 ans sur le même poste justement, vont être dans cette zone où ils cherchent plus, entre guillemets, à gérer l'image qu'ils renvoient. D'accord, ouais. Donc moi aujourd'hui j'interviens comme toute mon équipe sur des évaluations, des accompagnements de dirigeants. On voit beaucoup ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de rare ou d'isolé que d'avoir des personnes qui sont trop confiants et qui font plus attention à ce qu'ils vont renvoyer aux autres, voire qui se fichent complètement de la réputation qu'ils vont avoir. Ok, d'accord. Donc c'est important. Et en fait on met beaucoup l'accent, je trouve, sur les comportements toxiques, c'est-à-dire et notamment les comportements de lutte, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup parlé. Et tant mieux, parce que c'est un côté destructeur, évidemment, mais les comportements de lutte, à quel point des leaders vont rentrer dans l'affrontement, ne plus écouter, aucun feedback, être toujours dans c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, et être dans une dynamique d'opposition. Donc ça fait partie des comportements d'intimidation, par exemple, qui sont beaucoup repris. Et en fait, il y a des comportements qu'on oublie, mais qui sont aussi destructeurs. La seule chose, c'est qu'ils sont moins visibles, moins faciles à détecter. C'est l'objet de la dernière étude publiée de Hogan sur ce qu'ils appellent absentee leadership, qui est en fait bien traduit par leadership absent, mais même encore mieux par le leadership du laisser-faire. Ok. Et en fait, c'est un élément important, c'est plutôt du coup ce qui s'apparenterait à des comportements de fuite. C'est des leaders qui finalement se font un petit peu oublient un peu leurs équipes aussi, s'impliquent peu, ne prennent pas de décision, ne clarifient pas les rôles, laissent du flou en fait quelque part, n'essayent pas de remotiver les équipes, ne prennent pas finalement leurs responsabilités. Voilà, sont dans du désengagement en fait quelque part, eux-mêmes par rapport à leur poste. Et ça a des effets plus destructeurs aussi parce que justement on les voit moins venir. Là où les leaders toxiques, au bout d'un moment, si on est un peu honnête, dans la plupart des organisations, on les connaît. Est-ce que l'entreprise est assez courageuse pour faire quelque chose rapidement? Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais les leaders toxiques, on les connaît. D'ailleurs, moi, quand j'interviens chez certains clients, on me dit régulièrement, attention, lui, c'est bien connu, il a des comportements qui sont limites, etc. Voilà, c'est toujours un problème qu'ils existent, mais en tout cas, on les voit venir et on y est sensible. Les leaders absents, beaucoup moins. Mais ça m'intrigue parce que comme ça, intuitivement, j'aurais pensé qu'un leader toxique était plus nocif pour ses équipes, pour l'entreprise, qu'un leader absent. Parce que il va faire peser du stress, de l'attention, beaucoup de mauvaises ondes, on va dire. Ouais. Là où un leader absent, finalement, laisse un peu les équipes gérer toutes seules. Alors effectivement, c'est pas agréable d'avoir personne au-dessus. Les équipes peuvent rattraper le coup et faire plus ou moins leur métier, au moins sans pression. Il y a quand même une échelle de gravité, on va dire, entre les 3 comportements, les 3 déraillements. Ouais. Il y a le leader absent, c'est un peu le plus grave et le plus dangereux pour l'entreprise derrière. Qui crée plus de désengagement et plus durable. En fait, les études montrent que l'impact négatif des leaders absents a une durée beaucoup plus longue parce qu'entre le moment où tu le détectes, que tu commences à régler le problème, alors c'est un peu dur comme image, mais je dirais c'est un peu une mort lente. Là où avec le leader toxique, les gens peut-être soit craquent beaucoup plus vite, soit partent beaucoup plus vite, ou finalement ils finissent par mettre en œuvre des comportements qui leur permettent à eux-mêmes de sortir parfois beaucoup plus rapidement aussi. Les leaders absents, tu mets beaucoup plus de temps dans une organisation à comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, ils laissent planer beaucoup plus d'ambiguïté sur les rôles. Donc là où tu pourrais dire que l'équipe va reprendre entre guillemets un peu le pouvoir et faire son boulot en fait quelque part, il y a beaucoup plus d'ambiguïté qui plane sur les rôles, donc il y a beaucoup plus de conflits interpersonnels entre les gens d'une équipe. D'accord. Et puis comme ils ne s'impliquent pas dans la résolution du conflit,
eh bien il y a cette ambiance un peu pernicieuse qui dure. Il y a beaucoup plus d'impacts qui ont été mesurés sur le bien-être, donc sur les risques de burn-out, parce que il y a beaucoup plus d'incertitudes qui règnent là où le leader absent ne se sent pas obligé d'intervenir et de clarifier les choses. Donc c'est des effets beaucoup plus durables. Ils donnent pas de feedback non plus sur la performance. Donc imagine, tu peux faire ton boulot, mais en fait pendant 2 ans, on va te faire aucun retour sur ta performance et sur les choix que tu fais. Tu peux être en attente pendant extrêmement longtemps de décisions qui sont importantes pour que tu puisses avancer et que ton boss ne va pas prendre. Donc ça laisse les gens dans finalement quelque chose qui est beaucoup plus lourd psychologiquement à gérer et beaucoup plus durable. Ah bah j'aurais pas pensé comme ça intuitivement, mais c'est vrai que j'ai fait tout un épisode sur le feedback dans la saison 1, qui est effectivement un des points importants, des outils importants de l'engagement des salariés, des collaborateurs, de la motivation. Donc effectivement, il y a une corrélation entre les deux. Oui. Et là, on a parlé surtout des mauvais côtés du leadership. J'aimerais bien qu'on revienne à un truc dont on avait parlé un peu en off quand on discutait, qui était de l'humilité. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire sur notamment la zone de confort, où parfois les gens ont trop confiance en eux, se sentent trop au sommet du monde, quoi. À l'inverse, tu me citais l'humilité comme une des qualités principales d'un bon leader. Et toi, tu as parlé aussi de charisme des engageants. Et je t'ai dit que je voulais te poser la question parce que je suis curieux de savoir ce que c'était. Est-ce que tu peux un peu rentrer là-dedans et dans l'importance de l'humilité pour un leader et comment la garder? Parce que je suppose aussi que ça doit être compliqué quand on est tout le temps dans une situation de management, quand on est tout le temps dans une situation de, entre guillemets, de supériorité, de garder un peu les pieds sur terre et de se rappeler que on ne sait pas tout, loin de là. Ouais, et c'est un très bon sujet. Alors c'est vrai que ça fait maintenant, je pense 4-5 ans que des études sont vraiment venues appuyer ce sujet autour de l'humilité. On en parle un petit peu plus, d'ailleurs notamment alors sous d'autres angles, mais en entreprise on parle un petit peu plus d'authenticité, de vulnérabilité. Bon, c'est des concepts qui sont proches mais qui sont pas exactement la même chose. En fait, il a été prouvé que il y a un lien très fort entre l'humilité d'un leader et sa capacité à engager ses équipes. Okay. Là où pendant des années on a quand même créé le mythe du leader charismatique, et d'ailleurs aujourd'hui encore je pense que dans 80% des cas, quand une entreprise me demande d'évaluer des candidats dans un processus de sélection pour des postes de leadership ou d'accompagner certains talents en interne, certains futurs leaders, le critère du charisme c'est quelque chose qu'on me demande le plus. Est-ce qu'il est assez charismatique pour être accepté comme un bon leader? Est-ce qu'on va avoir envie de le suivre? Est-ce qu'il emballe les foules quelque part? Voilà, en général c'est vraiment de cette façon-là que les entreprises vont me poser des questions, et d'ailleurs parfois peuvent avoir envie d'écarter un candidat parce qu'il avait vraiment toutes les bonnes chances de succès dans un poste, mais il est pas assez charismatique, on le voit pas. Le voit pas faire le poste. Et en fait, là où des études ont démontré un lien certain entre l'humilité et la capacité à engager, en fait, les études ont également montré qu'un charisme à court terme assez présent peut avoir un aspect séduisant pour les équipes et donc permettre à la personne rapidement de donner envie à ses équipes de le suivre, mais est finalement assez désengageante dans la durée. Okay. Et en fait, la nuance entre les deux, c'est que l'humilité, si je devais un peu opposer les deux, même si c'est pas forcément toujours aussi binaire, mais l'humilité, c'est de la conscience de soi, de la conscience de ses forces et de ses limites, sa capacité à reconnaître ses limites et à reconnaître la contribution des autres, à reconnaître en tant que leader qu'il y a de la complémentarité et qu'on y arrive grâce à la complémentarité de telle ou telle personne dans l'équipe. C'est la capacité à être ouverte au feedback réellement et pas juste pour faire l'exercice. Et donc voilà, et à rester les pieds sur terre, hein, si je reprends tes termes. C'est des choses qu'on voit pas forcément toujours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut un peu disparaître au fur et à mesure où les personnes réussissent en fait quelque part. Et donc voilà, donc c'est un élément qui est important. Ce que dit Hogan et que je trouve assez intéressant, c'est finalement le leader humble. Quand tu rentres dans une réunion d'équipe, tu pourrais ne pas détecter tout de suite visuellement à la posture et à la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres qui est le boss dans l'équipe, parce que tout le monde doit s'écouter quelque part et il doit avoir cette capacité à rendre la place à chacun ou laisser la place à chacun de s'exprimer et d'apporter sa propre contribution. Et donc ça, c'est extrêmement vecteur de performance et d'engagement dans les équipes. Ok, et est-ce que ça, c'est pas aussi un peu la différence entre les compétences de leadership? Donc tu viens de le dire, le leadership, particulièrement le leadership charismatique, il va avoir une capacité à engager rapidement les autres, à fédérer les autres autour de sa vision, etc. Et les compétences de management, qui va plutôt être un travail de facilitateur, de permettre à tout le monde d'atteindre son plus haut potentiel. Est-ce que c'est pas un peu... alors je sais pas si on oppose les deux, si elles sont complémentaires ou quoi. C'est quoi ta vision un petit peu entre le leadership et le management? Ouais, on a tendance à pas mal opposer les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Et d'ailleurs, je trouve ça un peu dangereux finalement quelque part, parce que dans pas mal d'entreprises, on survalorise aujourd'hui justement les dimensions de leadership en dévalorisant quelque part l'aspect management. Or, au bout d'un moment, la définition du leadership, alors il y en a plein, mais ça pourrait quand même être la capacité de quelqu'un
au-delà de son rôle, justement, qui est clairement pas ça, sa capacité à engager des équipes de façon durable pour que les équipes soient performantes. Ça parle pas de à quel point est-ce que je vais faire bonne impression en tant que leader et je vais être séduisant, avoir le bon impact, la capacité à sortir du lot. C'est en fait ce que Hogan appelle leadership effectiveness versus leadership emergence. C'est à quel point est-ce que finalement aujourd'hui, dans le leadership, on est très focalisé sur est-ce que tu sors du lot, est-ce que tu as les bonnes connexions, est-ce que tu as de l'impact, est-ce que finalement, de façon court terme, tu arrives à donner envie aux gens de te suivre, versus leadership effectiveness, c'est ta capacité au-delà de ça, et il faut l'avoir bien sûr, il faut savoir fédérer, à emmener les gens, à créer une vision et à engager des équipes, mais à aussi finalement bien organiser les équipes pour que ce qui doit être délivré soit vraiment délivré, bien comprendre le business. Et donc pas juste être à un niveau très stratosphérique ou très superficiel qui se limite à l'image. Donc je pense qu'il faut combiner les deux en fait. Aujourd'hui, se dire que on va endosser entre guillemets ce qui est leadership emergence, donc la façade du leader, sans endosser toutes les autres compétences de mettre en musique vraiment l'équipe, ça marche pas. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un temps pour chaque type de leadership ? On le voit notamment beaucoup dans les startups, etc., ou dans les projets qui naissent, où il y a souvent une personne très charismatique qui va lancer le truc, faire croire à un truc impossible à toute son équipe. Et sauf qu'après, ils deviennent beaucoup moins performants au bout de 6 mois, 1 an, quand les bases sont un peu posées, parce que ils n'ont pas ce leadership effectiveness, ce côté manager. Et d'ailleurs, pour ça que souvent, soit ils partent, soit ils engagent quelqu'un pour faire ça, ou tout un rang de C-level pour manager. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un temps pour chaque type de leadership ? Ouais, et ça, pour le coup, c'est un très bon point. N'est pas bon leader partout, en tout temps, la même personne. Il y a une question d'adaptation, en fait, qui est très forte. Et donc, même si finalement... j'ai beaucoup de critères pour te parler de ce qui va être un leadership efficace, durable, etc., dont l'humilité. Il n'y a pas un bon profil de leader qui va fonctionner dans toutes les phases de vie de l'entreprise. Il y a des personnes qui vont très bien être adaptées pour une phase de mise en place d'un changement, etc., et qui seront beaucoup moins bons pour le faire vivre et être dans la phase de stabilisation derrière. Donc voilà, je suis complètement d'accord là-dessus. Il faut bien prendre en compte les différentes phases, le contexte de l'organisation, l'environnement autour. Moi, très souvent, j'ai quand même des entreprises qui me disent, alors du coup, est-ce que vous pouvez me trier, me classer mes talents en me disant qui sont les meilleurs leaders, qui sont des bons leaders, qui sont des moins bons leaders ? Ça dépend, en fait. Ouais. Je peux vous parler de composantes qui sont clés dans le leadership, vous dire que cette personne sera bonne en tout temps, toute période, tout contexte, avec tout type d'équipe. Ce serait ridicule de le penser. Ça n'existe pas, ouais. Non. Tu viens de parler des composantes du leadership. Alors, on en a abordé certaines. Est-ce qu'on peut un petit peu les détailler ? J'aurais peut-être dû commencer par là dans la définition du leadership. Tu m'avais parlé de 3 grandes composantes qui vont faire le leadership de quelqu'un, et donc des leaderships très différents, on vient d'en parler. Est-ce que tu peux me les reciter et on peut les détailler ? Je crois qu'on en a déjà détaillé une. Il y a le dark side, si je dis pas de bêtises. C'est quoi les 2 autres composantes ? Alors, il y a une dimension autour des valeurs qui est extrêmement importante en fait pour le leadership, c'est-à-dire que, et là ça va très bien répondre à la question d'adaptation d'une personne dans une organisation, et donc d'un leader dans une organisation. Tes valeurs, au-delà d'être ce qui te drive, ce qui te motive, ce qui va te donner envie d'avancer, c'est aussi pour un leader quelque chose qui va teinter la culture qu'il va créer pour ses équipes autour de lui. Okay. Et donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, mais il y a clairement des valeurs qui vont être plus adaptées dans certaines organisations. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a certaines organisations qui sont très axées sur le changement, se réinventer, être en quête permanente d'amélioration, etc. Dans ces organisations-là, il y a des types de valeurs de certains leaders qui vont pas leur permettre de bien fonctionner ou de bien s'épanouir, ni de créer quelque chose de cohérent pour leurs équipes. T'as un exemple là, par exemple, dans ce cas-là, donc dans une entreprise qui aurait ces valeurs de transparence et de constante amélioration, des valeurs qui pourraient être positives d'ailleurs dans d'autres contextes, qui ne marcheraient pas pour un leader ? Il y a ce qu'on appelle chez Hogan la tradition et la sécurité. C'est 2 valeurs distinctes qui parlent de à quel point est-ce que j'ai envie d'offrir un environnement très structuré, où on respecte des principes, où on respecte l'ancienneté, l'expérience, le savoir-faire, où on évite les risques inutiles, qui sont des valeurs du coup, comme tu peux l'entendre, qui ont des très forts atouts pour certains environnements, notamment des environnements sensibles à risque, etc., mais qui, dans un univers où on parle beaucoup de transformation, de se réinventer, de changement, pourrait être potentiellement un peu plus des freins. Et donc, le leader qui rentre dans ce type d'organisation, lui, va probablement pas être alimenté, donc risque de dysfonctionner, en fait, si on fait le pendant avec le dark side, mais aussi va valoriser et sanctionner dans ses équipes des comportements qui ne vont pas avec son propre système de valeurs. Donc, tes valeurs n'ont pas un impact juste sur ta propre motivation, mais ont un impact sur ce que tu vas valoriser chez les gens autour de toi et sur le type de comportement que tu vas encourager.
Donc voilà, donc les valeurs, c'est clairement un élément qui est important. Et je vais parler peut-être d'une autre, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui prennent conscience que favoriser plus de collaboration, c'est quelque chose d'important pour plus de succès sur le plan collectif. Il y a une valeur qui s'appelle l'affiliation. C'est à quel point est-ce que moi-même, je suis intéressée par le fait de connecter avec des gens, travailler ensemble, être dans une logique de aussi sentiment d'appartenance d'une certaine façon. Si j'ai un score très fort sur cette valeur en tant que leader, il y a très forte chance que je vais encourager mon équipe à mettre en place ce type de comportement. Ouais. Connecter, partager les infos, etc. Si j'ai un score très faible sur cette dimension, en positif, je vais sûrement être un leader assez indépendant qui va pouvoir mettre en place peut-être des décisions qui plaisent pas à l'ensemble de l'équipe parce que j'ai cette distance entre guillemets vis-à-vis du groupe. J'aurais certainement plus de difficultés à créer une culture de forte cohésion et de forte collaboration. D'accord. Donc les valeurs, c'est vraiment un élément important sur quel est le type de culture que tu es susceptible de créer en tant que leader autour de toi. Ok. Et du coup, il y a les valeurs, le dark side, et il y a un troisième point. Qui est le bright side. Donc c'est la bonne nouvelle pour aborder une touche positive. C'est quels sont tous les comportements que tu mets en œuvre quand tu es au meilleur de toi-même. Ça s'appuie sur un modèle qui s'appelle les Big Five. Donc les Big Five, pour tous ceux qui connaissent un petit peu la psycho, les outils, c'est le modèle de référence sur lequel on s'appuie en général. Et les Big Five, ça parle de ta stabilité émotionnelle, ton ambition, tes relations interpersonnelles finalement, ton style de travail, ta conscience professionnelle et puis ton ouverture d'esprit. Ok. Et donc du coup, sur ces 5 dimensions, il y a évidemment des éléments qui sont plutôt vecteurs de performance pour des leaders. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, là, donc pour des leaders qui nous écoutent ou des aspirants leaders qui nous écoutent, qui prennent un peu conscience des différents composants, notamment de tout cet aspect dark side aussi, de la valeur de l'humilité, et de la place du charisme ou pas d'ailleurs là-dedans, ce serait quoi les premières étapes, les bonnes pratiques pour essayer de s'améliorer, parce que tout le monde veut toujours s'améliorer, particulièrement en tant que leader. Ce serait quoi les premiers conseils que tu pourrais donner ? Je pense que mon premier conseil, il tournerait justement autour des bienfaits de l'humilité. Et donc le premier conseil, évidemment, c'est d'accepter de parler de vulnérabilité, de reconnaître ses erreurs, y compris face à son équipe, sans se dire que c'est un aveu de faiblesse. Okay. Et c'est ça aussi qui joue un rôle dans mon deuxième conseil, c'est d'instaurer une vraie culture du feedback. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'humilité, c'est un intérêt si les personnes autour de vous aident à prendre conscience aussi de vos limites, parce qu'on peut pas toujours tout voir. Ça nécessite de créer une culture du feedback. Pour créer une culture du feedback en tant que leader, il faut en donner, ça c'est évident, c'est la première chose. Il faut être très ouvert aussi quand certaines personnes vous en donnent, et il faut encourager les gens à vous en donner. Et ça, c'est important, et on peut se dire, on n'a pas le temps, on le fait une fois par an à l'entretien annuel. C'est idiot, en fait. C'est tous les jours qu'on a besoin de ça. Ok. Quand tu interviens, toi, dans une organisation avec un leader, tu mets en place des processus particuliers pour faciliter justement le feedback, parce que c'est pas toujours facile et de le recevoir et de le donner, surtout quand il y a un lien hiérarchique, etc. C'est quoi un peu une bonne pratique ou quelques bonnes pratiques pour faciliter justement cette culture du feedback ? J'interviens évidemment pour sensibiliser ou former les gens. Il y a des techniques en fait pour donner du feedback. La plupart des fois, on donne pas de feedback, c'est parce qu'on se sent pas très à l'aise, on a peur de blesser, on se dit qu'on va être maladroit et qu'on risque de casser la relation, alors qu'en fait, on risque de casser la relation quand même si on n'en donne pas, à plus long terme. Donc il y a des techniques et là-dessus on aide, et puis il y a des bonnes pratiques en termes de posture pour le recevoir, et c'est important de former sur les deux au même moment. Former que sur donner du feedback prend le risque d'exposer des gens à essayer d'en donner, mais de pas être très sûr sur l'impact que ça va avoir en face. Donc ça, c'est un point qu'on donne. Après, de façon très concrète, et ça coûte pas cher, il y a des bonnes pratiques qui consistent à, par exemple, se poser la question tous les vendredis soirs, ou choisissez votre jour, de quel est le feedback que j'aurais eu envie de donner cette semaine à une ou deux personnes de mon équipe et que j'ai pas donné. Quelle est la discussion courageuse que je remets à plus tard, en fait, quelque part. Donc ça, c'est un travail personnel de chaque salarié, de chaque personne plutôt. Oui. Chacun se pose dans son coin, se dit, ok, qu'est-ce que j'ai pas fait comme feedback, qu'est-ce que j'ai pas eu comme discussion, et après, quoi, ils mettent en commun ou ils vont en parler. Je le fais avant de partir. Ok. Voilà. Tous les vendredis, tu te dis, c'est quoi la discussion que j'ai pas eue, c'est quoi le feedback que j'aurais pu donner, et c'est pas forcément qu'une discussion courageuse, c'est quoi le feedback positif aussi que j'aurais pu donner. Parce que ça a évidemment beaucoup de vertus aussi que d'aider les personnes à comprendre quels sont leurs points forts. Donc de se dire, voilà, tous les vendredis, c'est une sorte de rituel, tout le monde s'y engage, et donc pas seulement le manager, mais le manager en premier en tant qu'exemplarité, c'est important, mais aussi toute l'équipe. C'est quoi le feedback que j'aurais dû donner et que j'ai pas envie de repousser la semaine prochaine, ou alors c'est lundi, mais en tout cas ça dépassera pas lundi. Okay. Donc ça, c'est un engagement personnel. Je pense que c'est important que tout le monde prenne sa propre responsabilité là-dessus, et ensuite, au-delà des process, que chacun s'engage là-dessus. Le deuxième point, c'est de se dire, plutôt que d'attendre l'entretien annuel ou grand luxe dans certaines entreprises, il y a 2 fois par an une discussion entre le manager et son collaborateur. Pourquoi pas instaurer une routine beaucoup plus régulière, type mensuelle, où on a une discussion. Ça prend moins de temps au bout du bout, ça crée moins d'incompréhension, donc c'est du temps qu'on perd entre guillemets
Quand je parle à des managers qui ont des équipes nombreuses, ils me disent mais vous vous rendez compte, c'est impossible pour moi de faire ça chaque mois. Bah faites-le dans une durée qui est peut-être plus restreinte, mais ça vous évitera toutes les incompréhensions de l'année qui s'accumulent et puis du coup un entretien annuel qui va traîner en longueur parce que personne se comprend. Donc en gros, voilà, cette routine d'avoir un moment formel beaucoup plus régulier, type mensuel, ça c'est typiquement une bonne pratique. Et est-ce que ça peut aussi aider les leaders et les managers à se rendre compte de leur réputation? Bien sûr. Parce qu'il y a effectivement les solutions comme Hogan et comme l'accompagnement comme tu proposes avec Authentic Talent, mais à leur plus petit niveau, on va dire, ça va être à travers les feedbacks qu'ils vont réussir à se rendre un peu compte ou à se faire une idée de la réputation qu'ils ont dans la boîte et comment la modifier en positif. Absolument. S'ils se rappellent pendant ce feedback mensuel qu'ils ne sont pas juste là pour donner du feedback à leurs salariés, mais aussi pour en demander, bien sûr, ça les aide normalement. Okay. Et s'ils n'ont pas de retour, et ça je pense que c'est un bon point à prendre en compte, j'ai parfois des managers qui me disent « Oui, mais moi, vous savez, je demande à chaque fois du feedback à mon équipe, mais ils me répondent pas. Bah, c'est un indice. Est-ce que tu as créé la bonne culture pour que les gens se sentent autorisés à le faire? Ok. Oui, parce que c'est souvent le risque quand il y a un sentiment de hiérarchie, particulièrement un leader un peu fort ou directif ou quoi, de pas oser donner un feedback de peur des répercussions. Absolument. Donc si t'as pas de feedback, c'est un indice déjà à prendre en compte. Le deuxième point, bien sûr, c'est de faire des exercices type Hogan où finalement tu vas voir quelqu'un d'externe, parce qu'en fait le bénéfice de ça, c'est que t'as un coach externe qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, donc qui est simplement bienveillant et qui va oser te dire des choses que tu vas pas vouloir voir, donc ce qu'on appelle des blind spots, quoi, des angles morts, et qui va t'aider à travailler sur la conscience de toi et à repérer des choses. Donc ça, c'est un point important. Et il y a d'autres outils, je trouve, qui sont extrêmement utiles. Les 360 degrés, et d'ailleurs, Hogan en a développé un aussi, où une fois par an, par exemple, tu peux, via ce questionnaire qui favorise l'anonymat des réponses, aller questionner un échantillon, pour le coup, très large de personnes. Donc, TN-1, TN+1, tes pairs, tes clients, tes fournisseurs, qui tu veux, en fait. D'accord. Et qui te donne un retour de réputation instantané. Ok, où t'envoies le questionnaire à toutes ces personnes-là, qui le remplissent anonymement. Ouais. Et ils vont te noter sur un certain nombre de compétences, donc c'est extrêmement structuré, ça leur permet d'être très constructifs en fait. Ils vont te noter, ils vont mettre des champs ouverts, et toi ça va te permettre d'avoir un retour extrêmement puissant, et du coup multi-regard, parce que tu peux aussi avoir une réputation, j'en sais rien, auprès de tes N+1 ou tes N-1 parce que tu as appris que c'était très important de bien les traiter, et te rendre compte que tes pairs par exemple ne se sentent pas bien traités dans la collaboration avec toi. C'est important de le savoir. D'accord, ouais, parce que tu peux parfois être concentré que sur ta relation avec une certaine population, une certaine cible, et oublier les autres. Ok, super intéressant comme outil aussi. Chloé, je vois qu'on arrive doucement vers la fin de cette interview. Je vais te poser les deux petites questions que je pose à chaque fois, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Oui. La première, c'est quand je te parle d'un excellent leadership, à qui tu penses et pourquoi? Surtout, pourquoi c'est un exemple d'excellent leadership? Alors, je me préparais un petit peu à cette question pour tout te dire. Je la trouve assez difficile parce que de l'extérieur, tu vois toujours une vision partielle. Et moi, il y a des tas de leaders que je rencontre au quotidien dans mon métier. Donc, du coup, l'anonymat m'empêche de les citer en particulier, mais qui m'inspirent vraiment beaucoup. Et en même temps, en les voyant de façon assez partielle. Après, moi, aujourd'hui, j'ai envie de citer, par exemple, une personne comme Christine Lagarde. Ou d'autres. Alors, je sais que c'est extrêmement parti pris de faire ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a des sujets autour de la diversité qui sont forts. Aujourd'hui, les femmes représentées dans des populations de leadership, c'est un taux extrêmement faible. Et encore une fois, on a pourtant énormément de recherches sur laquelle s'appuyer pour se dire que la diversité dans des équipes dirigeantes, c'est aussi vecteur de performance. Et du coup, des femmes qui sont à ce niveau de responsabilité, telles que Christine Lagarde, et qui vont, dans leur prise de position, régulièrement contribuer à éduquer, à encourager et à parler de ce sujet-là. Donc c'est ça, en fait, qui m'inspire. Alors, on aurait pu en prendre plein d'autres, mais c'est ça qui m'inspire dans ses prises de position, c'est que au-delà de ce qu'elle fait, elle va trouver le temps et avoir le courage de s'exprimer de façon publique sur le sujet Alors, j'aime pas trop le leadership au féminin, mais c'est de ça dont on parle. Ok, d'accord. Effectivement, bonne réponse, et c'est vrai que c'est un sujet dont plusieurs de mes invités m'ont parlé. Et alors ma deuxième question, c'est est-ce que tu as des ressources, donc ça peut être livre, documentaire, film, tout ce que tu veux, sur le sujet ou des choses qui t'ont marqué récemment, à conseiller à l'audience à la fin de cet épisode d'aller voir, d'aller lire, d'aller regarder, etc. Est-ce que tu as quelques ressources en tête? Ouais, alors j'en ai plusieurs. Je vais commencer par une très classique, mais que je trouve intéressante, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Donc j'allais dire assez grand public et pas simplement ciblé pour une population. C'est un bouquin très connu de développement personnel qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est quand même une bonne base où que vous soyez, voilà, quel que soit votre contexte, pour vous redonner quelques lignes qui peuvent vraiment être utiles, y compris du coup dans le leadership. Donc je sais que c'est un livre dont on parle beaucoup d'ailleurs nous dans l'équipe par rapport au sujet qu'on accompagne. Après,
Dans les autres ouvrages que je trouve aussi utiles, le sujet du leadership est quand même aussi très connecté à la façon dont on va travailler avec des équipes. La performance individuelle, c'est un point. Le deuxième, c'est quand même comment est-ce qu'on met ça en musique dans une équipe. Et il y a un livre autour de Rocket Model, ça s'appelle comme ça, Rocket Model, et le dernier autour de Rocket Model s'appelle Ignition Book. Voilà, je trouve que c'est un très très bon outil, justement pour des personnes qui ont envie de travailler sur la performance collective de leurs équipes. Ok, bah écoute, merci beaucoup Chloé. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!